très haut niveau de corruption. Je ne reviendrai pas sur tout ce que M. Koumou a démontré. Sachez simplement qu'il y a un GFI qui a démontré qu'en moyenne au Togo, il y a 1000 milliards qui sortent de francs CFA, qui sortent annuellement de façon illicite. Je ne reviendrai pas sur le scandale d'OASM, de nouveau très riche, dont nous avons parlé tantôt, et cela met donc en évidence l'inversion de l'échelle des valeurs dans notre pays. Pour ce qui concerne la santé, le paysage se caractérise par 3 centres hospitalo-universitaires, 2 à Lomé, 1 à Kara. Et pour ce qui est de la formation médicale, nous avons l'université de Lomé et l'université de Kara avec une faculté de médecine dans chacune de ces 2 universités publiques. Le système de santé est pyramidal avec le niveau central où on retrouve le ministère de la Santé, le niveau intermédiaire où les décisions sont prises au niveau régional et enfin le niveau périphérique où vous retrouvez nous les praticiens, les hôpitaux, les dispensaires, etc. etc. Le niveau central, c'est lui qui met en œuvre la politique sanitaire du gouvernement. Et pour ce qui concerne la santé, il faut savoir que c'est un droit constitutionnel. Chaque citoyen togolais a droit à la santé. Bien sûr, le Togo a ratifié toutes les grandes déclarations internationales, Almata sur les soins de santé primaire, l'initiative de Bamako, avec tout ce qui est produit générique, et bien sûr les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et le Togo s'appuie généralement sur ces grandes déclarations pour planifier sa stratégie sanitaire. Ainsi que la grande stratégie, la toute dernière, était axée sur l'atteinte des OMD en santé. C'est la stratégie qui courait de 2007 à 2015. Donc, pour temps de la planification, voilà comment se présente le paysage. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, depuis les années 70, le Togo s'est désengagé des secteurs sociaux dans celui de la santé, et la santé n'est plus une priorité. Chaque année, 56% du budget sont alloués à ce secteur, qui est pourtant un secteur crucial. Quand vous êtes malade, vous vous rendez compte véritablement que la santé, c'est un trésor, c'est un secteur crucial, alors que tous les experts sont accordés depuis 2001 pour dire que, vu le niveau sanitaire de nos pays, vu l'état de déliquescence des systèmes de santé en Afrique, il faut au moins obliger les États à consacrer 15% du budget national à la santé pour construire le système de santé. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que ce secteur n'a pas besoin de financement supplémentaire. J'étais encore avec un partenaire financier il y a quelques jours qui était très heureux d'annoncer que, en Conseil des ministres, c'est le ministère de la Santé qui a eu le courage de dire que la santé n'a pas besoin d'être financée. Il faut juste réorganiser la gestion, juste réorganiser la gouvernance de ce secteur et tout ira bien. Avec ce financement, c'est à peine un tiers des dépenses prévisionnelles du secteur qu'on arrive à financer. Je n'ai pas les chiffres réactualisés, je vais revoir M. Koumou, mais en 2015, c'est lui qui m'avait donné ce chiffre, c'est 1,75% du PIB qui était consacré à la santé. Ce qui veut dire que, si vous prenez toutes les richesses du pays, c'est 1,75% que l'on prélève pour financer un secteur aussi important. Pendant des années, il y a eu une mauvaise gouvernance du système sanitaire assurée depuis la primature. Nous n'avions plus de ministre de la Santé et c'est le Premier ministre qui a essayé tant bien que mal d'organiser la bonne marche de ce secteur avec toutes les défaillances que nous connaissons. En 2015, le 28 juin, nous avons eu enfin la nomination d'un ministre de la Santé. Et je dois avouer que, connaissant l'envergure de l'homme, connaissant sa grande capacité intellectuelle, nous avions un véritable espoir de voir enfin le secteur de la santé se relever, le système de la santé, le système de santé renaître de ses cendres. Mais aujourd'hui, c'est triste à dire, nous avons l'impression que ces espoirs ne seront jamais nourris, jamais implantés. La politique de planification basée sur les OMD dont je vous avais parlé tantôt
Toronto a connu un échec cuisant. Ici, c'est un document qui a été élaboré par les partenaires et le Togo. Et ce document montre un peu les résultats en matière de santé. C'était dans le cadre de la planification basée sur les OMD. Quelques indicateurs. L'objectif 4 voulait atteindre une réduction de la mortalité des enfants. Et ce document donc, disait que pour ce qui concernait le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, l'État à l'époque en 2014 était de 124 pour 1000 et la cible, l'objectif à atteindre était de 51 pour 1000. Et puis la trajectoire à l'époque, l'observation, le commentaire c'était invraisemblable. C'était impossible d'atteindre cet objectif qu'on s'était fixé dans les OMD. Si on prend le taux de mortalité infantile, les enfants de plus de 5 ans, alors, les enfants, les nouveaux-nés, on a 78 pour 1000, c'était l'État à l'époque, et il fallait atteindre 29 pour 1000, ce qui était également invraisemblable, c'était le commentaire qui était fait, impossible à atteindre. La proportion d'enfants d'un an vaccinés contre la rougeole, 68%, et l'objectif à atteindre c'était 100%, et le commentaire qui était fait dans le document également, c'était invraisemblable et donc impossible. En ce qui concerne la santé maternelle, ça c'est l'objectif 5 des OMD, le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes était de 300. 300 mères, malheureusement, qui décédaient dans les suites d'un accouchement. L'objectif à atteindre, c'était 143 pour 100 000 naissances vivantes, et le commentaire, c'était qu'à la fin de cette période de planification, on ne pourrait jamais atteindre ce chiffre. En ce qui concerne la proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié, on était à 59% et l'objectif c'était 82,7% et le même commentaire était là. Invraisemblable. Le dernier objectif, donc, c'était l'objectif 6, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Enfin, on avait un commentaire qui était quand même porteur d'espoir. On nous disait qu'on pouvait peut-être espérer atteindre les 2%. Alors là, je voudrais juste faire un petit commentaire, c'est que ici, il y a un fort appui des partenaires financiers, notamment le Fonds mondial, qui a axé son intervention sur le VIH, sur le paludisme et sur la tuberculose. En mettant les moyens et en s'appuyant sur les acteurs connus sur le terrain, on peut arriver à quelque chose. Le niveau périphérique, généralement, c'est celui que vous connaissez. C'est là où vous arrivez, vous êtes mal accueillis par le personnel de santé. Et c'est lui, malheureusement, qui reflète un peu l'insuffisance en matière de gestion et en matière de gouvernance du système. Au niveau périphérique, on se rend compte que tous les secteurs sont sinistrés. Les services d'aide au diagnostic manquent d'équipement. Les services d'aide au diagnostic, c'est quoi? Vous arrivez, vous êtes malade, on vous envoie faire une radio, on vous envoie faire une prise de sang. Dans le service de radiologie du CHU Sylvanus-Olympique, c'est quand même le premier hôpital de référence. Nous n'avons plus de scanner depuis, je crois, 2 ans. Les échographes sont également vétustes et personnellement, j'ai vécu quelque chose. C'était un patient que j'avais reçu en consultation. J'appelle un confrère qui est en radiologie et il accepte de recevoir très rapidement le patient pour lui faire une échographie, pour nous aider à poser un diagnostic. On amène le patient dans le service, on voit un vieil échographe qui est là, et il me dit que c'est avec ça qu'ils font les échographies. On installe le patient, et moi, de façon maladroite, je dépose ma main sur le patient, et automatiquement, je reçois un choc électrique. Tout le monde rit dans la salle, c'est vrai que ça fait rire, mais c'est quand même triste. Et il m'explique que l'appareil est tellement vieux, on n'a plus de système d'isolation, et il me montre sous la table, là où il a installé le patient, ils ont mis des calendriers épais pour permettre d'isoler le patient du sol, pour que le patient, lui, ne soit pas électrocuté. Moi qui étais directement en contact avec le sol, ayant posé ma main sur le patient, j'ai reçu une décharge. Voilà donc les réalités que nous vivons, que vous ne pouvez peut-être pas savoir. Quand vous arrivez au CHU, on vous dit, allez dans tel
clinique ou aller dans tel autre hôpital pour faire cet examen. Tout ça contribue au mauvais accueil. Vous êtes arrivé souffrant, vous avez besoin d'être pris en charge rapidement, mais les conditions ne sont jamais réunies dans ces hôpitaux, dans les hôpitaux de réflexion. Pour ce qui est des urgences, nous n'avons pas de matériel de premier soin. Vous arrivez, vous faites un accident, vous avez besoin d'être suturé, nous allons vous laisser crier, c'est vrai. C'est comme si nous sommes insensibles à la douleur de l'homme. Nous allons vous laisser crier tant que vous n'avez pas un parent qui arrive pour aller payer ce qu'il faut à la caisse, pour ensuite aller en pharmacie acheter le gant, les fils, l'alcool, le coton, les compresses, le spa. C'est une réalité. Et pourtant, depuis plus d'1 an, nous avons à la tête de ce ministère une sommité au plan médical. Mais quelqu'un l'a dit tantôt, lorsqu'on dissocie pouvoir et savoir, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons pourtant au sein de ce gouvernement des gens qui ont le savoir, mais qui n'osent peut-être pas dire la vérité. Dire au président qu'il y a aujourd'hui une réelle situation qui impose qu'on intervienne autrement au niveau du système de santé. Il y a un véritable malaise au sein du personnel de santé. Vous savez, le leitmotiv, c'est que le personnel de santé, les professeurs, ils vont dans leur clinique privée, ils abandonnent l'hôpital. C'est peut-être vrai, peut-être, je n'en suis pas certain. Mais on peut peut-être demander au ministre de la Santé, qu'est-ce qui l'a motivé, lui, à faire partie des premiers médecins à ouvrir un cabinet médical chez lui? Ce n'est pas une accusation. Moi aussi, j'interviens dans le privé. Mais il y a certainement une situation qui a motivé cette situation à son niveau. Et donc, qu'il explique réellement les tenants et les aboutissants de toutes ces démarches, qu'il explique à l'autorité que tant que ce malaise va perdurer, le personnel médical, s'il ne dispose pas des conditions de travail et des conditions de vie nécessaires pour bien faire son travail, vous aurez toujours les mêmes difficultés lorsque vous rentrez dans les hôpitaux. Je vais vous montrer quelques images, je pense, qui sont beaucoup plus expressives que tout le laïus. Voilà par exemple des armoires à rangement dans les centres de santé. Voilà des lavabos où il faut se laver avant d'aller opérer. Voilà la pénurie d'eau qui est quelque chose qui revient de façon très régulière et il faut des sachets de Pure-Water pour se laver les mains. Voilà des portes qui ne glissent plus et pour pouvoir faire entrer un appareil, une machine, il faut s'y mettre à plusieurs pour tirer sur la porte. Et une fois qu'on arrive à ouvrir la porte, on la laisse ouverte. Bien sûr, les mouches sont attirées par l'odeur du pu et par l'odeur du sang. Et très régulièrement, lorsqu'on opère, on est assailli par des mouches. Ça, ce sont des équipements tout neufs, obtenus en 2010 grâce au projet PIDC, mais ils n'ont pas tenu longtemps. Ils ont tenu à peine peut-être 2 années. Et là, c'est le cimetière des équipements obtenus avec le projet PIDC. Vous avez des tables d'anesthésie, vous avez des ampoules cialytiques qui vous permettent d'éclairer le champ opératoire, vous avez des aspirateurs, etc., etc. Alors là, puisque nous ne disposons plus de tables d'anesthésie qui fonctionnent correctement, si vous décidez de opérer, on va dire c'est toujours les médecins. Ils ont l'équipement, ils refusent de travailler. Ils sont payés, ils refusent de travailler. Donc c'est un matériel de récupération que les anesthésistes ont monté. Et vous voyez un peu tous ces tuyaux, jusqu'au dernier tuyau qu'on fait sortir par la porte qui n'est jamais fermée. En fait, c'est un respirateur qu'on a essayé de bricoler. Et avec ça, on essaye plus ou moins d'opérer les patients. Et si jamais on regarde le tuyau dans la salle, c'est nous-mêmes qui, au bout de quelques minutes, allons être anesthésiés. Donc, on a essayé de mettre en place un tuyau assez long pour sortir le gaz anesthésiant de la salle opératoire. En ce qui concerne l'hospitalisation, voilà les matelas que nous vous offrons pour vous installer. Celui-ci a préféré enlever le matelas et mettre directement une natte. Alors là, je suis arrivé un jour et j'ai vu dans le couloir d'une salle d'hospitalisation tous ces fils électriques et j'ai demandé ce qui se passait. On me disait que dans les salles d'hospitalisation il y avait des malades, il n'y avait plus d'électricité, donc il y avait une seule salle qui disposait d'électricité et c'est des branchements rudimentaires qui avaient été faits pour pouvoir
alimentés en électricité les autres salles. Et vous imaginez la nuit, on vous appelle, vous êtes infirmier de garde, on vous appelle, vous venez dans l'obscurité et vous devez peut-être reprendre une veine ou aider un patient à se relever dans l'obscurité. Donc c'est le système D que les collègues avaient imaginé pour pouvoir alimenter en électricité les différentes salles. Alors là, c'est une image qui nous interpelle tous. Et je reviens encore sur ce qu'on nous a dit. On nous a dit que ce système de santé, le secteur de santé n'a pas besoin de ressources supplémentaires. Il faut juste réorganiser la gestion. Je suis d'accord qu'en termes de gouvernance, il y a des choses à faire. Mais quand on me dit que tous les experts, après différents calculs, pensent qu'il faut aller au moins à 15% du budget, et qu'aujourd'hui, quelqu'un se permet d'affirmer que 5 ou 6% suffisent, personnellement, ça me pose aucun problème. Là, c'est le bloc opératoire du CHU Campus. Ce bloc, la construction avait été décidée pour permettre justement de désengorger le service de maternité du CHU Sylvanus-Olympio. L'objectif, c'était de faire en sorte que toutes ces femmes qui accouchent par terre, au CHU Sylvanus-Olympio, qu'on puisse les rediriger vers le CHU Campus, et lorsqu'elles ont besoin de se faire opérer, l'intervention puisse se faire de façon aisée. Ce bloc, les travaux sont interrompus depuis plus de 3 ans, faute de moyens. Il faut de l'argent pour le secteur de la santé. Il faut réorganiser le secteur. Il faut améliorer la gouvernance. Mais je vous assure que sans argent, on ne peut rien faire. Et je pense qu'eux-mêmes, ils le savent, puisque récemment, ils ont organisé une réunion pour réfléchir à des financements innovants pour le secteur de la santé. Si on n'a pas besoin d'argent, pourquoi est-ce qu'il faut des financements innovants? Ce secteur, pour se relever, a besoin d'argent. Et si on ne met pas les moyens, en 2017, vous aurez les mêmes désagréments qu'en 2016 et qu'en 2015. Et bien sûr, ce qui concerne les moyens humains, ce sont les mauvaises conditions de vie et de travail. Je n'insiste pas là-dessus. Et il n'y a pas de politique de fidélisation. Tout le monde le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de spécialistes de volets en France qu'au Togo. Ça, c'est un document que j'ai eu du Plan national de développement sanitaire de 2012 à 2015, où on essayait de calculer le ratio de médecins pour 10 000 habitants. Et en dehors de Lomé commune, on avait 4 médecins pour 10 000 habitants. Dès que vous sortez de Lomé commune, vous avez moins de 0,5 médecins pour 10 000 habitants pour l'ensemble de notre pays. Alors, vous n'avez même pas de médecins et vous voulez mettre en place une politique de santé. Qui est-ce qui va mettre en œuvre cette politique de santé sur le terrain? Les spécialités orphelines, est-ce qu'il faut en parler? L'oncologie, c'est la cancérologie. Tout le monde sait aujourd'hui que les pays en voie de développement auront à faire face à beaucoup plus de cas de cancer. Le cancer deviendra le premier fléau. On en reçoit des patients cancéreux, j'en reçois toutes les semaines en consultation. Et les pays sont en train de s'armer. Le Gabon a construit un institut de cancérologie. Et le médecin qui est radiothérapeute, qui intervient au Gabon, à Libreville, c'est un Togolais de ma promotion. Il a travaillé à Rouen. Il a voulu revenir au Togo. Il est venu au Togo, il n'y avait aucune possibilité. Finalement, les Gabonais l'ont pris et il est au Gabon. Et il m'a annoncé dernièrement qu'il a formé 2 radiothérapeutes gabonais qui l'aident maintenant dans son travail. Et dans tous les pays, c'est ce qui se fait. Vous voyez le Sénégal. Et c'est là où le rôle de la société civile est également important. Le Sénégal, j'ai un ami sénégalais qui me disait que récemment, ils avaient un seul appareil de radiothérapie. C'est un appareil qui permet de lutter contre le cancer, de détruire les cellules cancéreuses par des rayons. Un seul appareil tombe en panne. La société civile se lève. Et tous ensemble, ce ne sont pas les partis politiques, c'est vraiment la société civile. Et les gens ont tapé du poing sur la table en disant que pour un pays comme le Sénégal, c'était inconcevable. Actuellement, il y a 3 appareils qui vont arriver pour le Sénégal. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la politique mise en place par rapport au cancer? Les gens qui se sont formés en oncologie, j'en connais au moins 2, ont demandé à avoir un soutien pour une bourse. L'État togolais n'a jamais octroyé cette bourse. Je n'insiste pas sur les autres spécialités. Pour se faire soigner, il faut disposer de moyens. On nous disait en 2011 que le taux d'incidence de la pauvreté était de 58%, je pense qu'on est passé à 55%, c'est ça? Les économistes nous disent que ça diminue, c'est peut-être vrai. Mais on sait que ce sont les ménages qui supportent la majeure partie du financement. Combien de personnes sont assurées? En dehors des l'INAM, qui touchent à peine 10%, peut-être même moins, en dehors des l'INAM, combien de personnes sont assurées?
quand vous arrivez à l'hôpital, vous devez tout acheter, vous devez tout payer, tous les examens d'imagerie, de biologie. Et bien sûr, cela a une répercussion sur l'accessibilité. D'autant plus que les maladies qui viennent maintenant, qui apparaissent, ce sont des maladies qui sont chroniques. Vous faites un AVC, vous êtes paralysé, la guérison ne s'obtient pas en 3 jours. Vous faites un cancer, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, ce sont des affections qui sont chroniques, qui sont budgétivores, et il va falloir repenser à tout cela. Tout ceci pour dire que, malheureusement, la situation est désastreuse. La santé doit devenir une vraie priorité. Et qu'on arrête de nous dire c'est une priorité, mais les faits doivent le démontrer. Il faut augmenter la part du budget du secteur. Et là, j'interpelle vraiment le ministre de la Santé pour qu'il commence à réfléchir. Parce que arriver, je pense que c'est le professeur Abdelgouarman qui l'a dit, arriver sans un programme et commencer à annoncer n'importe quoi, ça peut être préjudiciable. Et au regard de l'histoire de notre pays, je pense que c'est dangereux. Arriver et avoir pour seul programme la contractualisation. Parce que c'est ce que nous avons compris finalement. Nous avons rencontré le ministre de la Santé il y a 1 an exactement. Et il nous annonçait, il nous déclarait la main sur le cœur que 3 mois lui suffisaient pour lancer le processus de contractualisation. Nous lui avons dit que c'est impossible. Un processus de contractualisation, c'est un partenariat public-privé. Nous connaissons l'état de notre secteur de santé. Si on veut relever ce secteur, il va falloir, par exemple, acheter des équipements, mettre en place un scanner, des échographes, des laboratoires fonctionnels, etc., etc. Qui est-ce qui finance? Est-ce que c'est l'État togolais ou est-ce que c'est le partenaire privé? Si c'est le partenaire privé voudra rentrer dans ces fonds très rapidement. Donc il faut réfléchir à tout ça, savoir où on va. Est-ce que c'est l'État qui finance ou pas? Est-ce qu'il faut ensuite augmenter les tarifs, les consultations, les examens de laboratoire? Comment est-ce qu'on fait le partage des bénéfices? Comment est-ce qu'on fait le partage des risques? C'est un long processus. Et nous avons dit solennellement à M. le ministre que c'était impossible. Et il nous jurait la main sur le cœur que mars 2016, la contractualisation était effective. Et voilà où on en est. On est en février 2017 et on se trouve ce processus. Il faut améliorer la gouvernance du système. Je ne vais pas insister là-dessus. Il faut des équipements de qualité. Nous avons vu ce qui se passait en 2010. On a acheté du matériel qui n'a pas servi longtemps. Il faut renforcer la formation, fidéliser le personnel et bien sûr améliorer l'accessibilité financière pour la population. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur voilà, donc l'état de notre système de santé. Merci à tous.